Mesdames, Messieurs, bienvenue à 24-60 hors série. Comment transformer une maladie incurable, une maladie qu'on connaît trop bien ou peut-être pas assez bien, l'Alzheimer, en un projet de vie lumineux et plein d'espoir? C'est le chemin que Blandine Prévost a choisi. Il y a 10 ans, elle a reçu ce diagnostic d'Alzheimer. Elle n'avait que 36 ans, mère de famille, ingénieure. C'est mon invitée ce soir. Bonsoir, Blandine Prévost. Bonsoir. Elle est accompagnée de Nicole Poirier, fondatrice de la maison Carpe Diem à Trois-Rivières. Vous êtes toutes les deux des personnes qui avaient témoigné à ce grand forum sur l'aide médicale à mourir qui s'est tenu il y a quelques jours à Montréal. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Blandine Prévost, parce que parler à quelqu'un ouvertement, presque sereinement de cette maladie, parce que vous vivez avec cette maladie déjà depuis 10 ans, vous témoignez de votre projet de vie. D'abord, commençons par ce diagnostic. Comment l'avez-vous découvert, ce diagnostic? Alors, tout d'abord, c'est une maladie progressive. Et donc, les difficultés, elles apparaissent peu à peu dans la vie. Et puis, on se dit qu'on est fatigué, qu'on a tous oublié un jour d'acheter le pain. Et c'est pas pour ça qu'on est malade. Et puis, petit à petit, on voit que les difficultés augmentent. Alors, moi, j'ai mis en place des choses pour essayer de continuer à vivre et de continuer à faire mon travail d'ingénieur. Et puis, à un moment donné, les difficultés prennent toute la place. Et en tout cas, dans le cadre du travail, il n'était plus possible que je travaille. Je ne pouvais plus, j'avais mis en place tout ce que je pouvais pour réussir à vaincre ces difficultés et je n'y arrivais plus. Et donc c'est là que la démarche vers le diagnostic, il a fallu que j'en parle à mon mari en disant « je crois qu'il y a un problème ». Mais c'est là que la démarche est intervenue, en fait. Et vous avez vu votre père lui-même souffrir de cette maladie. Comment on reçoit un choc comme celui-là? Comment ça se passe? Est-ce qu'on reçoit un choc? Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui arrive peu à peu dans la vie. Donc, on a peur. On est très, très seul au début de la maladie parce qu'on essaye de ne pas le montrer et on a peur que ce soit ça. Moi, la première, je me disais, ça doit être psychologique, puisque papa a ça, ce serait quand même pas de bol que j'ai la même chose, la fatigue, le burn-out, etc. Donc la maladie, les difficultés, on prend l'habitude de vivre avec, elles font partie de notre vie en fait. Et donc je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse, sinon je vais être perdue. Ouais. Et comment... est-ce qu'il faut être faite très, très forte? Est-ce qu'il faut être très fort pour arriver à transformer ce diagnostic qui est implacable en un projet de vie comme vous l'avez fait? Parce que vous témoignez, on va en parler tout à l'heure avec Mme Poirier, vous avez démarré une maison à Grenoble, vous en avez fait un projet de vie, non pas centré sur vous, mais aussi sur les autres. Vous parlez de la maladie, donc vous aidez les autres. Comment on arrive à faire un projet de vie aussi important de cette maladie? Je pense qu'il y a une... Déjà, je ne suis pas toute seule. Hein. C'est pas moi. Je suis accompagnée par un mari extra et des enfants extraordinaires. Et c'est avec nos amis qu'on a décidé à l'annonce du diagnostic, j'ai tout de suite demandé quelles étaient les solutions pour moi plus tard. Et on m'a répondu, soit l'EHPAD, donc pour vous l'équivalent de votre... SLD, oui. Merci. Oui. Soit l'hôpital psychiatrique. J'ai rien contre ça, mais pour l'avoir vécu côté famille, je trouve que je savais que c'était culpabilisant et c'était pas ce que je voulais pour mes enfants et mon mari. Je voulais qu'ils puissent que la maladie ne gagne pas, que au-delà de ma maladie, mes enfants puissent vivre libres. Totalement libre. Je suis profondément attachée à cette liberté. Et pour ça, il fallait qu'on trouve une solution. Alors, soit c'est le suicide ou l'euthanasie, soit c'est essayer d'en faire quelque chose. Et donc, assez vite, on s'est dit,
on est passé avec Xavier, mon mari, du pourquoi nous au pourquoi faire. Ouais. Et là, on a interpellé nos amis en disant voilà, on va essayer de créer un lieu, pas un lieu, une maison où je serai bien et qui permettra, où je pourrai aller et venir librement, où je serai respectée jusqu'au bout. Et ainsi, tout le monde pourra vivre librement et le poids de la maladie aura pas gagné. Elle pèsera plus autant sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Et pour ça, on a eu la chance de tomber sur Carpe Diem, où on s'est rendu compte que ce qu'on rêvait, ça existait. Donc à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de barrière. C'est là que vous intervenez, Nicole Poirier, parce qu'effectivement, Blandine Prévost apprend à vivre avec sa maladie, apprend à faire les efforts qu'il faut. C'est là que vous intervenez. Oui, moi, je suis surtout intervenue pour aider Blandine et Xavier dans leur projet de construction de maison. Et petit à petit, on est devenus amis. Et la vie quotidienne, je la partage quand je vais chez Blandine. Et je peux un peu la soutenir dans le quotidien. Qu'est-ce que c'est justement la vie quotidienne pour vous maintenant? Est-ce que vous êtes confronté à la perception que les gens ont de la maladie ou des personnes atteintes de la maladie? Ça vous préoccupe? Hein? La perception que les gens ont de la maladie, vous voulez que les gens vous perçoivent comme des personnes à part entière, capables de vivre dans votre réalité aussi. C'est la chose la plus dure, peut-être pas la plus dure, c'est le regard des autres, le fait qu'on disparaisse avec la maladie. Quand vous avez le diagnostic, tout d'un coup, là, vous n'êtes plus que maladie. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive, c'est à peine si vous avez un rhume, c'est de la faute de la maladie. Vous êtes angoissé, c'est de la faute de la maladie. Non, c'est pas toujours de la faute de la maladie. Non, on peut avoir aussi d'autres causes comme tout le monde. Peut-être que je suis agacée, je suis fatiguée, juste. Et c'est pas la maladie. Il faut pas vouloir tout faire. Et c'est ça la plus difficile, c'est que tout passe par... On n'existe plus en tant que personne, on n'est plus qu'un malade. Alors je me bats pour que on nous regarde comme des personnes avec une maladie, avec une différence, mais de manière bienveillante. Bienveillante, d'ailleurs, dans un des discours que vous avez prononcés au fil des années, vous dites quelque chose de très intéressant qui nous aide à comprendre ce que vous vivez. Non, pour moi, je n'ai pas oublié. Moi, je ne l'ai pas vécu. Alors que pour nous, on vous regarde en disant « Ah, elle a des pertes de mémoire » ou « Elles ont des pertes de mémoire ». Mais pour vous, vous avez votre monde, vous avez une réalité à vivre qui est très différente d'une certaine manière, n'est-ce pas? Oui. C'est encore à l'exemple du pain. Souvent, les gens me disent « Ah, j'oublie des choses ». J'oublie des choses et je crois que je suis malade, peut-être. Mais moi, quand j'oublie des choses, elles n'ont pas existé. C'est-à-dire que vraiment, ça n'a pas existé. Alors, ça peut être triste, puisqu'il y a des fois où on réalise, parce qu'on vit on mange la vie par les deux bouts quand on sait que la vie va être plus courte. Et donc, on réalise des rêves. Et puis on oublie qu'on les a réalisés. Donc c'est compliqué. On doit nous dire, je suis désolée, mais on l'a déjà fait. Et il faut garder le sourire et dire, on peut le refaire. T'as des preuves? Oui. On sent que vous êtes bien entouré et bien aimé par votre entourage. Oui. On s'arrête quelques petites minutes, Blandine Prévost, Nicole Poirier, puis on poursuit cette conversation absolument émouvante et poignante. Et merci d'être avec nous, Blandine. À tout de suite, mesdames, messieurs. Comment transformer le diagnostic d'une maladie terrible, une maladie incurable, en un projet de vie lumineux, généreux,
presque serein. Mon invitée, Blandine Prévost, est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 10 ans. Elle n'a que 46 ans. Elle est accompagnée de Nicole Poirier. Blandine Prévost, on poursuit notre conversation. Quand on s'est laissé, c'était « Je sentais votre rage de vivre, votre volonté de vivre chaque instant, de réaliser vos rêves. » Et vous avez déjà parlé de la peur. Est-ce qu'on est habité par la peur au moment du diagnostic ou pas? Et de quelle peur s'agit-il? La peur, non, les peurs, la multitude de peurs, la peur d'être un poids pour ses proches, la peur de changer à tel point qu'on ne se reconnaît plus, la peur d'être enfermé, parce que c'est aujourd'hui l'une des options. On nous enferme. On n'a rien fait à la société, mais on nous enferme. Donc la peur d'être enfermé, la peur d'être dépendant. C'est pas facile d'avoir besoin d'aide. C'est pas facile de vivre en ayant conscience que peu à peu, nos capacités intellectuelles diminuent. Et pour autant de rester debout. Oui. Oui. C'est jamais la peur de mourir? Ah, la peur de mourir, non. Non, jamais. Moi, j'ai jamais eu la peur de mourir. J'ai eu la peur de vivre enfermée, de vivre comme on me le proposait, de vivre en étant regardée juste comme un poids et une charge par la société. Oui, j'ai cette peur-là. Et c'est encore une fois cette peur, sans doute, qui vous a permis de développer le projet de Maison Carpe Diem en France. Et vous êtes venu à Montréal, à ce forum sur l'aide médicale à mourir. Il y a une grande discussion actuellement sur la possibilité de donner accès aux personnes qui vont développer des maladies dégénératives sur le plan intellectuel, neurocognitives, oui. Et donc, mais vous ne portez pas de jugement. Il y a des gens qui veulent avoir le choix. Vous en avez rencontré d'ailleurs des personnes qui ont de l'Alzheimer précoce comme vous et qui auraient voulu avoir accès à ce type de solution? Alors, j'ai rencontré, au début du projet, on a essayé de réfléchir à quelque chose qui serait pas juste pour moi, mais bien pour tous. On a rencontré beaucoup de personnes malades et certaines m'ont dit, je ne suis pas malade, mais j'ai prévu de me suicider comme ça. Et d'autres m'ont dit, oui, j'ai des difficultés, je suis malade et j'ai prévu de me suicider comme ça. J'ai appris plein de façons de mourir. Donc oui, cette question du suicide et de l'euthanasie se pose. J'ai moi-même demandé à mon médecin de m'aider à en finir quand sera venu le temps pour moi. Il m'a répondu non. Alors j'ai la naïveté, c'est ça, oui. La naïveté, d'espérer que c'est parce que ma vie vaut quelque chose, même avec la maladie. Et pour les autres, oui. Et après, chacun est libre de choisir la façon dont il veut affronter cette maladie. Et donc, jamais je ne jugerai quelqu'un qui fait un autre choix que le mien. Je pense on a tous une façon de combattre. Vous m'avez fait promettre de vous laisser dire que vous n'êtes pas venu au Québec pour faire la leçon sur ce débat qui a cours, parce que la réflexion, elle est utile, cette réflexion-là, selon vous, sur le choix possible d'accorder l'aide médicale à mourir aux personnes qui feraient ce choix éventuellement. Oui, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi. Je suis absolument pas venue au Québec pour dire quoi faire, comment faire. C'est pas mon combat. Ça, c'est une réflexion des Québécois et moi, j'ai absolument rien à faire dans cette réflexion-là. J'ai mes opinions, mais j'ai pas à les dire puisque c'est une réflexion québécoise. Moi, je suis venue dire, aux personnes malades, je suis venue dire, j'ai les mêmes peurs que vous. J'ai traversé la même chose que ce que vous êtes en train de traverser. Mais moi, ma réponse, je l'ai trouvée ici, au Québec. C'est Carpe Diem. C'est Carpe Diem. Et cette réponse-là, il faudrait que tous les Québécois la connaissent. C'est tout.
c'est Carpe Diem qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous et que j'ai l'espoir, la certitude que jusqu'au bout, je serai libre d'aller et venir. Jusqu'au bout, je serai respectée dans ce que je suis et dans ce que j'ai été, dans les moindres détails. Jamais je ne sortirai sans mes bagues, roses. Non, c'est des détails, mais je sais que je vais être jusqu'au bout moi-même, en fait. Qu'on va respecter ce que vous êtes et vos choix. Oui, profondément. Ouais. Mais ça, c'est l'approche Carpe Diem. Parce que, oui. Alors, justement, l'approche Carpe Diem, on va en parler après la pause. Nicole Poirier, Blandine Prévost, restez avec nous, mesdames, messieurs, on revient tout de suite. Je poursuis la conversation avec Blandine Prévost et Nicole Poirier. Nicole Poirier, la fondatrice de Carpe Diem, un modèle unique exporté en France grâce à qui? Bien, grâce à Blandine Prévost, une personne atteinte de maladie d'Alzheimer qui n'a que 46 ans, 3 enfants et qui a transformé son diagnostic en un projet de vie, non seulement pour elle, mais pour toute une communauté et en regardant vers l'avenir pour les personnes qui veulent vivre dans la dignité jusqu'au bout. Comment avez-vous été interpellée par Blandine Prévost, Nicole Poirier? Bien, j'ai été interpellée par la réalisatrice d'un film, un documentaire qui avait été diffusé en France, Laurence Serfati, qui avait fait un autre reportage avec Blandine et Xavier. Et puis, quand Blandine a parlé de son projet de maison où elle aimerait aller vivre un jour, Laurence Serfati a dit à Blandine, mais votre projet, il existe. Et c'est là que Blandine a vu le film sur Carpe Diem et on s'est rencontrés à Paris et ils ont fondé l'association Amadiem, sur laquelle je m'implique aussi. Et puis, on a démarré, ça a pris quelques années à convaincre le gouvernement français de mettre sur pied un projet expérimental, parce que ce qu'on fait à Carpe Diem, ça ne rentre pas dans les normes habituelles. Il y a plus que l'accompagnement, il y a aussi la gestion, il y a l'organisation, il y a l'architecture. Les personnes sont autonomes. Mais les gens peuvent vivre jusqu'au bout. Cette année, hier, justement, une dame est décédée après avoir fait tout le processus. Elle est décédée à Carpe Diem avec l'aide des soins palliatifs du CIUS. Les gens peuvent vivre jusqu'au bout avec le projet qu'on a. Et on va aussi suivre les conseils de Blandine et des maisons de Kroll parce qu'ils ont construit une maison, une architecture. Et on a un projet de construction et on va s'entraider comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et ça fait presque 10 ans qu'on se voit régulièrement. Parce que vous pouvez déjà rêver, Blandine Prévost, de votre vie éventuellement quand la maladie va continuer d'évoluer à un stade très avancé. Vous savez déjà que grâce au modèle Carpe Diem, vous allez pouvoir vivre dignement. J'ai un problème avec ce que vous venez de dire. Allez-y. J'ai un problème avec le rêver. Ah, OK. C'est pas un rêve. Non. C'est juste le meilleur des avenirs possibles, oui. Ça, c'est certain, mais c'est pas un rêve. Vous avez raison de me ramener. Personne on ne ne peut pas rêver dans cette rêve situation-là. d'avoir à vivre ça. Mais sûr, c'est le meilleur des avenirs possibles, oui. Est-ce qu'il semblait plus facile pour vous, Nicole Poirier, de convaincre les autorités françaises de développer un tel projet que d'en développer au Québec? Moi, j'ai eu des témoignages de gens qui ont essayé d'en développer, puis les permis de municipalité, puis les contraintes d'arrondissement, ça n'évolue pas tellement bien. C'est pas facile. Bien, en France, ils ont un plan sur la maladie d'Alzheimer, un plan global, et ils ont des mesures pour différents aspects de la maladie, dont les personnes jeunes qui sont touchées. Et grâce à Blandine, parce que je pense que l'approche est intéressante, les gens la réclament, mais c'est le travail de Blandine et Xavier auprès des politiciens qui ont fait en sorte que la volonté politique, on l'a senti fortement en France. Et c'est comme ça que les budgets ont suivi, et c'est avec des fonds publics que les maisons de Kroll existent aujourd'hui, même depuis 3 ans. Et ils ont accepté de sortir des clous, de sortir des cadres habituels, tout en respectant la loi. Et puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des résultats et ce qui sont intéressants aux maisons de Kroll. Tu peux en témoigner. Et c'est pour ça que ton avenir, tu peux un peu le visualiser. Le voir. Oui, c'est ça. Ouais. C'est peut-être un peu ça que je voulais dire par le mot rêve qui était malhabile, vous me le pardonnerez. Pardonnerez. Je veux quand même qu'on rende sans doute à travers notre entretien hommage à votre mari, à vos enfants. Quelle est leur part
dans la manière de vivre, dans le choix de vivre le plus intensément possible? Souvent, on dit que quand on a la maladie, c'est triste. Moi, je trouve que je suis tellement chanceuse. J'ai Xavier qui a, comment on dit? Votre mari? Oui, qui a relevé ce défi énorme, dans plus de son boulot, de faire naître ces maisons. C'est énorme qu'il m'accompagne au jour le jour. Il me supporte, c'est encore pire. Et puis, j'ai des enfants qui ont vécu avec cette maladie, qui savent où on va, puisqu'ils ont accompagné leur papy jusqu'au bout. Et c'était aussi beaucoup pour eux qu'il fallait qu'on trouve une solution pour qu'ils puissent vivre librement leur vie. Et aujourd'hui, oui, on vit ensemble au jour le jour, et puis ils prennent leur liberté, ils s'envolent, ils savent que je suis bien accompagnée et que je serai bien accompagnée, ce qui leur permet d'être libres. Et cette liberté, pour vous, ça permet de s'affranchir de cette culpabilité de vivre aussi. Oui. Pour vous, c'est important. Oui, oui. Pourquoi c'est important? Parce que si je ne pèse pas sur leur vie, je n'aurais pas été... comment on dit? Un fardeau? J'aurais été une maman. Ouais. Et, vous devez rester une maman jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Ouais. J'aurais été leur maman jusqu'au bout. Donc, ils sont vraiment bien. Ils doivent être fiers aussi de vous. Et ils sont fiers. Un dernier mot de votre part, Nicole, quand vous voyez les efforts qu'elle fait pour parler peut-être de la maladie, contrer les stéréotypes aussi, les préjugés. Bien, Blandine, elle replace la personne devant la maladie. Et ça, on lui doit une fière chandelle de ce côté-là. Et de parler de sa réalité, souvent les gens n'osent pas, ils sont gênés. Blandine, c'est quelqu'un qui aimait lire, parler, et puis elle dépasse cette gêne-là pour en faire une cause et parler de sa réalité. C'est d'un grand secours pour la société, je pense. Et vous êtes de grandes complices. Blandine Prévost, merci beaucoup. Nicole Poirier, merci beaucoup. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, à la prochaine.